Bonsoir à toutes et à tous. Merci Emmanuel de m'avoir proposé de t'interviewer ce soir. Alors, Attends, je t'arrête 30 secondes non, peut-être. Peux-tu après, te présenter? Si, parce qu'il faut toujours savoir qui et connaître qui. c'était pas prévu comme ça. Euh, Vas-y. T'es sûr? Vas-y. Alors, je suis lama, enseignante du bouddhisme tibétain après avoir vécu 20 ans dans un monastère bouddhiste. Et je travaille aussi à la télé depuis 25 ans, productrice et réalisatrice. J'admire énormément Nelson Montfort et c'est pas de danse, dans Danse avec les stars. Et j'ai la joie de t'interviewer ce soir, cher Emmanuel. Merci à toi d'avoir accepté cette mission. Alors on va se vouvoyer pour les besoins de cette captation. Vous êtes philosophe, enseignant, chercheur, conférencier, auteur, fondateur de Devenir pour agir et des rencontres philosophiques, pour ne citer que ça. Mais comment avez-vous réussi autant de choses alors que vous dites vous-même que vous n'étiez pas très bon à l'école? Je ne sais toujours pas comment je réussis. Peut-être, je ne sais pas si je réussis, mais j'essaie d'entreprendre. Vous savez, aujourd'hui, il faut entreprendre et finalement ne rien attendre de personne parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je me suis dit, bah, finalement, il faut oser, il faut avancer. Et j'essaie voilà, d'essayer d'être le plus organisé possible avec une mission. C'est-à-dire que je me dis, si on est sur Terre ici, c'est qu'on a une mission à mener. Et faut-il encore savoir quelle est la mission? Mais je me dis, il faut que chacune et chacun d'entre nous mettions notre pierre à l'édifice de l'humanité. Et donc à cette construction de l'humanité. On a de la chance, on a une chance énorme, c'est d'être unique. Et donc si nous sommes uniques, c'est que nous pouvons toutes et tous nous apporter quelque chose. Et à ma petite échelle, j'essaie d'apporter quelque chose à l'humanité. Alors j'aimerais revenir sur vos origines indiennes et que vous nous racontiez votre arrivée sur Terre un peu particulière. Mon arrivée sur Terre, mon arrivée sur Terre que je ne connais pas finalement. Donc c'est vrai que c'est difficile de la raconter quand on ne la connaît pas. Mais simplement, je suis d'origine indienne, né dans les bidonvilles de Bombay, de Mumbai, à Amravati exactement. Et quelques jours après ma naissance, 10 jours après ma naissance, mes parents m'ont jeté dans une poubelle. Et c'est Mère Teresa en personne qui m'a récupéré dans la poubelle et qui m'a mis dans l'un de ces orphelinats. Je suis resté dans cet orphelinat 11 mois. Après, j'ai été adopté par une famille française dans le sud de la France qui a adopté 5 enfants, qui n'ont pas pu avoir d'enfants, qui a adopté 5 enfants, 2 Indiens, 2 Français et un Haïtien. Et aujourd'hui, j'ai toujours mes parents, mes frères et sœurs et 18 neveux et nièces. Waouh! Est-ce que vous êtes retourné en Inde? Je suis retourné en Inde pour la première fois il y a 6 ans. Voilà, il y a 6 ans. Et j'ai découvert, vous savez que lorsque je suis retourné en Inde il y a 6 ans, j'ai découvert une chose, c'est que j'ai été abandonné 10 jours après ma naissance. Je ne sais pas, personne ne sait ce qui s'est passé durant ces 10 jours. Ces 10 jours seront pour moi le plus grand mystère de ma vie. Voilà. Que s'est-il passé dans ces 10 jours? C'est le mystère. Mais comme j'aime les mystères, ça tombe bien. Déjà une question philosophique dès votre naissance. Alors pourquoi vous êtes-vous tourné vers la philosophie et quelle place a-t-elle dans votre vie? La philosophie, alors j'étais pas bon du tout en philosophie. Là, je suis en train de corriger les épreuves du bac en ce moment. Et ça me rappelle lorsque j'ai passé le bac, j'ai eu 8 en philo au bac. Ça n'empêche pas de poursuivre. En fait, je suis curieux de nature. J'ai toujours été curieux de nature et je me dis, mais j'aime comprendre, j'aime apprendre, j'aime expliquer. Mais pour comprendre le monde, il faut l'interroger. Et pour l'interroger, je me suis dit rien de tel que de se laisser interroger par lui. Et donc en se laissant interroger par le monde qui sans cesse nous déstabilise, alors là je me dis, mais on n'a pas une réponse finalement, mais
on a des tentatives, en tout cas on a quelques explications ou quelques compréhensions de ce monde. Donc de nature, je suis très curieux. Je suis très curieux et voilà, je me dis, mais la philosophie, c'est quand même le lieu dans lequel vous pouvez, avec laquelle vous pouvez réfléchir sur tout. Cet amour du vrai, du beau, du bien. Cette philosophie, cet amour du vrai, du beau, du bien, c'est ce que j'aime. Alors je me dis, ben voilà, j'essaie de m'approcher du vrai, du beau, du bien. C'est un grand chemin, mais nullement impossible. Alors, dans votre tout dernier ouvrage, pour lequel on est là aujourd'hui, À toi, lettre philosophique à la jeunesse européenne, vous vous adressez à la jeunesse européenne. Mais pourquoi européenne? Pourquoi pas la jeunesse du monde? Alors déjà, je m'adresse à tout le monde, mais la jeunesse, vous savez, on est tous jeunes. Donc c'est pas uniquement un livre pour les jeunes, c'est un livre pour tout le monde. Pourquoi la jeunesse européenne? Parce que je n'ai pas voulu la jeunesse mondiale parce qu'on n'a pas la même culture. Et donc si on n'a pas la même culture, on ne peut pas s'adresser d'une certaine manière, en tout cas dans mon livre, par exemple, je donne un exemple, réapprendre à bien dormir, réapprendre à bien manger, etc. Alors vous allez me dire que c'est pour tout le monde. Mais on n'a pas cette même culture de manger, on n'a pas cette même culture de dormir. Certains dorment très peu, certains beaucoup, etc. Donc je m'adresse à la, à la jeunesse européenne. Et je crois qu'aujourd'hui, ce livre, je l'adresse à tout le monde et c'est un appel. C'est 18 juin, je ne vais pas me prétendre être le général de Gaulle, mais j'appelle la jeunesse française, la jeunesse européenne à être, tout simplement à être. À prendre conscience que c'est le trésor de l'humanité. Et nous, un peu plus âgés, à prendre conscience que l'on doit, finalement accueillir et que l'on doit garder, entretenir cette jeunesse européenne. Vous savez, on entend souvent les gens qui disent, ils se plaignent. C'est vrai qu'en France, alors en France, c'est vrai qu'on est les champions pour se plaindre. Mais si nous ne faisons rien et que nous nous plaignons, alors on n'avancera pas. Mais si, à notre échelle, on essaie de faire quelque chose, ça ne va pas se changer du jour au lendemain. Mère Teresa, un jour dans l'avion, deux journalistes lui posaient des questions. Et un journaliste lui dit, Mère Teresa, le monde va mal. Que faut-il faire pour le changer? Elle a répondu en 3 mots, elle a dit, vous et moi. Autrement dit, changez de regard sur le monde et le monde ira mieux. Voilà. Apportez votre pierre à l'édifice et le monde ira mieux. En tout cas, vous serez, on est responsable d'un meilleur monde. Ne laissons pas la place aux autres. Je dis souvent aux étudiants et aux jeunes dont je m'occupe, je leur dis, ne vous laissez pas voler votre place. Elle est unique, votre place. Et si elle est unique, c'est qu'elle est belle. Entretenez-la. Parce qu'un jour, lorsque vous la ferez voler, il sera trop tard. Quand quelqu'un vole, il ne redonne pas. Donc aujourd'hui, on a cette chance. Ici, en France, dans plusieurs pays européens, et malheureusement pas dans le monde entier, d'être encore libre, d'être libre. Alors faisons de cette liberté une force, et faisons de cette liberté un cadeau, à la fois pour soi et pour l'humanité. Alors, votre livre est plus qu'une lettre philosophique, c'est presque une déclaration d'amour à la jeunesse d'aujourd'hui. Mais pourquoi les jeunes vous touchent-ils autant? Ils ont un cœur et ils font battre le cœur de l'humanité. Je suis heureux d'avoir plusieurs de mes anciens élèves et étudiants ici. Et merci pour votre présence. Pourquoi ils me font respirer, ils me font vivre et ils donnent sens à mon enseignement. Souvent, la philosophie, c'est quand même le lieu, de se poser des questions, mais pas de trouver les bonnes réponses. Je cite souvent à mes étudiants la phrase de Lévi-Strauss qui dit un homme savant, ce n'est pas celui qui trouve les bonnes réponses, c'est celui qui sait se poser les vraies questions. Les vraies questions, c'est-à-dire une question qui construit. Et en philosophie, je me dis à ces âges-là, il faut se poser les vraies questions, ces questions qui sont existentielles, ces questions qui permettent d'avancer, de se construire. Ces questions, finalement, que je pose dans le livre,
Te rappelles-tu que tu es un être pour aimer et être aimé? Te rappelles-tu que tu es un être pour savoir bien te nourrir, pour savoir bien dormir? Te rappelles-tu que tu es un être qui doit réapprendre à écrire, à lire? Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, je vous donne un petit exemple. Mes étudiants en école de commerce, je refuse qu'ils aient, bien sûr, leur téléphone portable, mais maintenant leur ordinateur dans mon cours. Réapprendre un papier, un stylo, réapprendre à lire, réapprendre à être attentif, réapprendre à être dans le présent. Sois présent dans la présence pour accueillir l'autre comme un présent. Sois présent dans la présence pour accueillir l'autre comme un présent, c'est-à-dire dans cette présence-là, tout se construit. Dans cette présence-là, finalement, on ne peut pas se faire voler le présent. Et au moment où on pense l'avoir, il nous échappe. Quel cadeau, le présent. Mais ô combien on ne s'en occupe pas. Donc, oui, les jeunes, la jeunesse me fait respirer aujourd'hui. Elle me fait avancer. Je sais c'est pour elle que je travaille. Et finalement, elle travaille aussi pour moi. Elle vous inspire en quelque sorte. Elle m'inspire énormément. Alors, vous partagez avec enthousiasme et optimisme 33 conseils dans votre ouvrage, un peu comme des repères que l'on pourra avoir pour avancer dans la vie. Comment sont nées ces 33 pensées philosophiques et à titre personnel, les appliquez-vous dans votre quotidien? Alors, je vais répondre à votre deuxième question pour commencer. J'essaie de les appliquer, mais c'est pas évident. C'est un combat de chaque instant. Ce serait prétentieux de dire que j'y arrive. Non, je n'y arrive pas, mais j'essaie d'avancer. Je dors très peu, donc là, quand je dis réapprenez à dormir, il faut peut-être que je me dise je dors un peu plus, déjà. Et puis, d'où me sont venus ces conseils? Mes livres ont toujours pris jour la nuit. Je n'ai jamais écrit le jour. Le jour, j'observe. Je suis inspiré. Je m'inspire de ce que je vois. Et la nuit, j'essaie de coucher sur une feuille ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris. Et puis, ces 33 conseils, vous savez que c'est mon éditeur, enfin, vous ne le savez pas puisque je vais vous le dire, c'est mon éditeur qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait 33 conseils, 33. Alors moi qui suis croyant, je me dis 33, les 33 ans du Christ, et j'avais vraiment pas réfléchi à la situation. Je me dis, vous savez que vous avez 33 conseils. Je dis, ouais, et après j'ai réfléchi. Pourquoi 33 et pas 34? Parce qu'au bout de 33, je n'ai plus une inspiration. Vous savez, il faut pas forcer dans la réflexion. Il ne faut pas forcer dans l'écriture. Finalement, c'est pas vous qui écrivez. C'est l'écriture qui vous écrit. Parce qu'à travers un livre, finalement, c'est comme si l'auteur s'effaçait derrière son écriture, vous voyez. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir écrit ce livre parce que celle que je veux mettre en avant, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc, je m'efface derrière elle pour lui laisser la place. Parce qu'elle doit avoir toute sa place. Et elle a toute sa place. Alors d'ailleurs, comment trouvez-vous cette jeunesse? Elle est belle. Elle est magnifique. On entend beaucoup de choses dans les médias. On entend beaucoup de choses. J'ai récemment rencontré Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation. Donc elle me demandait comment ça se passait. Et je lui dis, vous savez, aujourd'hui, c'est plus les jeunes qu'il faut éduquer, c'est les parents. Rééduquons les parents. Non, mais c'est vrai, rééduquons les parents. On est dans une génération où les parents, il faut le dire, moi je le vis toutes les semaines, ne sont plus éduqués. Ça arrive, ils ne sont même pas capables de vous dire bonjour. Alors, à voir, n'en parlons pas, ils sont déjà partis avant qu'on s'aperçoive qu'ils sont là, vous voyez. Donc, apprenons, réapprendre aux parents. La jeunesse, elle est belle, mais si on ne lui donne pas des repères, si on ne lui donne pas des bouées, elle va se noyer. Et nous en sommes tous responsables. Ne laissons pas aux autres cette responsabilité, puisque nous sommes tous responsables de cela. Et c'est pour ça que dans ce livre, je me dis, mais la jeunesse est tellement belle qu'il faut l'entretenir. Et quand on entend tout ce qui se passe aux informations, il faut pas se leurrer. La jeunesse,
Il y a parfois une jeunesse qui est complètement laissée à l'abandon. Il faut dire les choses. Mais redonnons-lui la chance à cette jeunesse de pouvoir revivre, et peut-être par ses conseils. Alors justement, pensez-vous que la jeunesse d'aujourd'hui, qui vit à 100 à l'heure, surconnectée, peut vraiment apprendre à se poser et à méditer sur chacun des 33 conseils? Est-ce que c'est compatible? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, mais déjà, vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, là, un des plus grands défis, c'est de faire silence. Que se passe-t-il dans le silence? Les gens ont peur du silence. Beaucoup ont peur du silence parce qu'ils pensent que dans le silence, il y a l'ennui, il y a un manque de repères, un manque de sens. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut réapprendre à écouter le silence. Parce que dans le silence, tout se construit, tout se lit. Et les élèves qui sont là, mes étudiants qui sont là, certains s'en rappellent. Avant chaque heure de commencement de cours, je fais quelques minutes de silence. Je leur demande de faire quelques minutes de silence, de se poser, réapprendre à se poser. On est dans un monde où tout le monde avance, tout le monde va vite, et c'est pour ça qu'on va tous dans le mur en passage. Ben oui, parce que si on ne prend pas le temps de se poser pour avancer, pour réfléchir, pour se poser les vraies questions, on va dans le mur. Donc réapprenons à faire silence, à écouter le silence, parce que le silence, lui, nous écoute. Voyez, le silence nous écoute, alors écoutons-le. Alors, au-delà de la philosophie, on ressent une certaine sagesse intérieure qui vous habite, qui vous anime, une joie omniprésente et une forme de liberté. D'où vient cette richesse intérieure? Pour ceux qui me connaissent, je ne l'ai jamais caché, je suis croyant. Voilà. Et je prie 3/4 d'heure, 1 heure tous les matins. Voilà, je me lève à 4h, 4h30 et je prie. Et je pense que voilà, c'est là où je trouve la source. En tout cas, je suis plus à la source, dans le silence. Parfois, je m'endors, hein, ou je somnole, mais voilà, je me suis dit, aujourd'hui, ce qu'il faut, enfin, c'est ce que j'essaie de faire, de m'appliquer, c'est d'être fidèle à moi-même. Être fidèle à moi-même. Pour être fidèle aux autres, il faut d'abord être fidèle à soi. Et être fidèle à soi, c'est pas évident. Voyez, c'est pas évident du tout d'être fidèle à soi, mais ce n'est pas impossible non plus. Donc voilà, je pense que je puise voilà, à la fois cette force, et puis je puise cette force aussi dans l'humain. Je suis un amoureux de l'humain. Emmanuel Levinas, le philosophe Emmanuel Levinas, soulignait quelque chose de très beau. Il disait, quand tu vois une personne, ce qui est le plus important dans la personne, c'est son visage. Cet envisagement, c'est un très beau mot, ce mot envisager, envisagement. Ce qui est le plus important dans son visage, c'est son œil. Ce qui est le plus important dans son œil, c'est sa pupille. Parce que derrière la pupille de l'homme se trouve le plus grand et le plus beau mystère de l'homme. Donc je suis un amoureux de l'humain parce que j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de découvrir ce mystère. Par définition, un mystère on ne découvre pas, mais on s'approchait de ce mystère. Et puis, je trouve que l'humain en soi est beau. Voyez, l'humain est beau en soi. On a tous des difficultés, on a tous des soucis, mais on est humain. Alors faisons de cette humanité un cadeau, en tout cas pour celles et ceux que nous croisons. Alors, vous parlez de philosophie, de spiritualité. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ça, c'est une grande question théologique. Beaucoup de personnes sont posées cette question. Il y a un lien. La foi et la raison. Cette réflexion, j'essaie de me l'appliquer à moi. La foi et la raison. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la raison? La raison, la foi, c'est un mystère par définition, et la raison, c'est notre intelligence. Et j'essaie simplement, en tout cas me concernant, que ma foi éclaire mon intelligence, et que ma raison, c'est-à-dire mon intelligence, me permette de m'approcher du mystère de la foi. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a un lien indispensable, en tout cas. En tout cas, c'est très fort chez vous. Les deux sont omniprésents. Vous dites à la jeunesse, te rappelles-tu qu'il faut savoir rêver de manière réaliste? Est-ce que vous pourriez nous expliquer rêver de manière réaliste dans un monde incertain? C'est quoi pour vous?
il faut rêver. Vraiment, il faut rêver parce que si on s'arrête de rêver, on s'arrête d'avancer. Si on s'arrête d'avancer, on stagne. Rêver de manière réaliste, c'est rêver. Vous savez, dans la vie, il faut avoir de l'ambition. Mais si on a trop d'ambition, on se laisse manger par lui. Pareil, pardon, par l'ambition. Il faut avoir des rêves réalistes. C'est-à-dire des rêves qui. Faut pas rêver loin, il faut rêver proche. Faut pas rêver loin, il faut rêver proche. Et comment faire pour ne pas rêver loin, mais rêver proche? Il ne faut pas regarder loin, il faut regarder haut. C'est-à-dire, les amis, prenons de la hauteur. Pourquoi? Parce que, par définition, alors moi qui suis petit, c'est vrai que quand il y a plein de monde devant moi, je vois plus rien. Mais quand vous vous élevez, vous prenez de la hauteur, alors là, vous voyez loin. Et là, vous pouvez avancer. Là, vous pouvez avoir des rêves réalistes. Mais n'ayez pas des rêves irréalisables. Beaucoup me disent, voilà, je veux faire de grandes études, c'est super, je dis ça. Mais pour arriver là où vous voulez aller, étape par étape, ne brûlons pas les étapes. Et soyons patients. Moi qui suis complètement impatient, j'essaie de me l'appliquer tous les jours, soyons patients. C'est un beau mot, la patience, mais ô combien difficile. Alors vous qui êtes professeur, est-ce que vous ne pensez pas que l'éducation nationale aurait un rôle à jouer en donnant tout simplement des cours sur l'art du vivre ensemble dès l'école primaire? Oui, et comme je le disais tout à l'heure, il faut que les parents participent à ces cours. Les parents d'élèves, vous voyez. Oui, je pense. Ouais. Je pense qu'il faudrait vraiment que l'éducation nationale, déjà, arrêtons d'appeler éducation, parce que je trouve que c'est tellement... Non, avant on appelait instruction, on instruisait nos élèves, maintenant l'éducation. Mais finalement, on ne sait plus à quoi on éduque. Vous voyez, donc les cours de savoir-être, les cours de savoir-vivre, cours de savoir-faire. Simplement, finalement, mais c'est fou quand même aujourd'hui, quand on y pense, de revenir de repenser qu'il faut de nouveau redonner des cours. Parfois, je me demande si on est dans une société civilisée. Qu'est-ce que la civilisation? Est-ce qu'on est dans une société d'humains? Parfois, je me le demande. Est-ce qu'on est dans une société qui a du cœur? Parfois, je me le demande. Vous voyez, donc ces cours de savoir-faire, de savoir-être, surtout de savoir-vivre, je pense qu'ils devraient être vraiment obligatoires pour tout le monde. Alors une dernière question. Si vous croisiez Mère Teresa aujourd'hui, que lui diriez-vous du petit Emmanuel qu'elle a trouvé il y a 43 ans? Oui, je ne m'attendais pas à cette question. Quelle question je lui poserais? Que lui diriez-vous? Pourquoi moi? Alors on pourrait finalement dire que vous êtes chanceux, car vous avez 3 mamans dans votre vie, votre mère biologique, Mère Teresa, et votre mère adoptive. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Je me permettrai d'en rajouter une quatrième. Je me permets de vous raconter une petite histoire, simplement parce que Hermès me donne l'occasion de la raconter sur mes mamans. En fait, j'en ai 4. J'en ai 4. Un jour, il y a quelques années, j'ai visité un hôpital pour enfants. Et j'ai rencontré un jeune de 16 ans. 16 ans qui était atteint d'une tumeur au cerveau. Et je l'ai rencontré, je l'ai accompagné pendant plusieurs mois. Et un jour, il me dit, Emmanuel, donne-moi une de tes mamans. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, tu as de la chance, moi je n'en ai plus, elle ne vient plus me voir. Toi, tu en as 4. Et je lui dis, mais pourquoi j'en ai 4? Il me dit, du haut de ses 16 ans. Je me dis, c'est extraordinaire, on a beaucoup à apprendre, c'est fou. Il me dit, tu as ta maman qui t'a conçu, tu as Mère Teresa qui t'a récupéré, tu as ta maman qui t'a adopté, et tu as la toute première, qui est la Vierge Marie. Il dit, t'en as 4. Il dit, donne-moi-en une. Je dis, bah écoute, je te donne la Vierge Marie. Et quelques heures après, il décédait. Et je me suis dit, bah voilà, je dirais à l'aube de sa
de son décès, de sa mort, de sa vie, finalement, il m'a fait comprendre la chance que j'avais d'avoir quelqu'un. Waouh, magnifique. Merci infiniment, Emmanuel. Et on va laisser la parole si vous avez des questions. Bonsoir Emmanuel, merci pour ce partage. J'ai noté beaucoup de choses que tu as énoncées. Par exemple, tu parlais de l'effacement de l'auteur pour devenir le narrateur de la vie du quotidien, de connaître son passé, pour apprendre son futur. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin quelque part de se retourner un peu sur l'histoire, le passé, les ancêtres, quelque chose qui puisse réellement les rattacher à qui aujourd'hui permettrait d'éviter cette déconnexion du quotidien. Tu parlais d'une société civilisée, je dirais plutôt une société socialisée, plus qu'autre chose. Est-ce que ce serait plutôt le message pour envoyer à notre jeunesse de retourner un peu sur les vraies racines, des choses qui leur permettraient vraiment de s'asseoir, d'avoir leurs deux jambes bien sur le sol? Merci pour ta question. Oui, je lui dirais à cette jeunesse, décentre-toi de toi-même. Déconnecte-toi de toi-même. C'est très paradoxal parce que déconnecter de soi-même pour se connecter au monde. Je pense qu'un jour, j'écrirai un livre. Vous savez, les amis, si vous voulez faire... Il y a deux métiers qui vont bien marcher, qui commencent déjà à bien marcher, qui ont toujours bien marché, mais là, qui explosent. C'est kiné, être kiné, et être opticien, ophtalmo. Ça tue les yeux. Tout le monde a son regard sur son portable. Et les cervicales sont tuées. C'est extraordinaire. Un jour, je me suis amusé, comme ça, à filmer. Alors, personne ne voyait, puisqu'ils étaient tous dans le portable. À filmer, voilà, toute une partie, toute génération confondue. Et je me suis dit, mais ça va être la société du pied, quoi. Tout le monde regarde ses pieds. Tout le monde regarde ses pieds. On marche avec le portable dans la main. On n'est même plus capable de marcher, de regarder en marchant. C'est pour ça qu'on se plante. On se plante complètement. Donc oui, la jeunesse d'un côté, il faut qu'elle se recentre sur l'essentiel et se recentrer sur l'essentiel, pour reprendre les exemples que tu donnais, c'est retourner à ses racines. On est en train d'être déracinés, complètement déracinés. Donc retournons à nos racines. Retournons à nos racines. Ancrons-nous, non pas dans la réalité, mais dans la vérité. Alors à ce moment-là, on se dira, oui, on essaie de reconstruire quelque chose. Un des grands le paradoxe du Covid, ça a été, voilà, on s'est tous retrouvés chez soi, etc., en se disant, avec les visions, on va s'ouvrir aux autres, peut-être. Alors c'est vrai, on a appelé nos proches, mais quand le Covid est terminé, tout est terminé. Et on revient dans cette société. Donc vous voyez, voilà, reconnectons-nous à l'essentiel, c'est-à-dire reconnectons-nous à nos racines. Une autre question? Ici, Emmanuel, déjà, tu as réussi un exploit parce que personne ne regarde son portable. Nous sommes tous portés par tes propos pleins de paix, de pacifisme. Merci de ce que vous m'avez dit. Plein de paix et de pacifisme. Nous connaissons bien rien n'est impossible, mais là, j'ai l'impression que nous sommes face à une mission impossible. Je veux dire, la société n'a jamais été d'une telle violence. Le sport que tu connais bien, parce que nous partageons pas mal de goûts sportifs, les clubs de sport, les adultes sont pires que les enfants, enfin que les jeunes, etc. Ce sont souvent les adultes qui font que les jeunes ont des comportements terribles. Donc je ne sais pas, c'est extraordinaire ce que tu dis, ce que vous dites tous les deux, et en plus tu le dis avec une passion, un regard magnifique, mais je ne sais pas si rien n'est impossible, mais là la barre est très très haute, très très haute. C'est un petit peu mon métier, comme tu sais, je vraiment diligenté des enquêtes dans des clubs de sport. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le langage utilisé, les grossièretés, c'est même au-dessous de la vérité, je veux dire, sans parler des agressions physiques, etc.
Je veux dire, la mission est magnifique, mais elle me paraît bien difficile. Elle est difficile, Nelson, merci pour ta question. Elle est difficile, en tout cas, merci pour ta réflexion. Elle est difficile, cette mission, mais si on dit qu'elle est impossible, on ne fera plus rien. Voyez. Et chacun, je pense, à son échelle, à son niveau. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde veut faire des choses extraordinaires. Et je crois que ce qui est le plus extraordinaire aujourd'hui, c'est de faire l'ordinaire. On ne fait plus l'ordinaire. Et si, à notre échelle, on commence à montrer l'exemple à nos jeunes, pourquoi nos jeunes sont-ils comme ça? Pourquoi y a-t-il autant de violence? Ça, c'est une question sociétale. Pourquoi y a-t-il autant de violence chez nos jeunes? Ben parce qu'il y a aussi beaucoup de violence chez les adultes. Et les jeunes voient, ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'il y en a qui ne s'occupent plus. Alors c'est vrai que le sport est peut-être fédérateur, mais même dans le sport, il y a aussi de la violence. On pourrait tracer un tableau complètement négatif de la société. Nous traçons un tableau réaliste. Oui, il y a de la violence, mais l'union fait la force. Donc allons-y. Essayons par des actes tout simples. Par des actes tout simples. De donner que l'on offre à la jeunesse, avec elle on peut faire des choses. Mais on aura toujours des personnes qui seront là pour nous décourager en disant non, mais non, ça ne les intéresse pas, etc. Mais pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce qu'on leur a peut-être pas donné la possibilité de le faire. Et c'est pas parce que dans certains lieux, ils voient que ça ne marche pas, que ça ne marcherait pas chez nous. Aujourd'hui, le trésor de la société, c'est la famille, c'est vrai. Mais il y a des familles, il y a une discorde totale, il y a beaucoup de violence dans les familles. C'est vrai, soyons réalistes, mais ne baissons pas les bras. Et voilà, ce livre, c'est à mon échelle, à ma petite échelle, une possibilité, quelques conseils, comme dira Paul Ricoeur, de sagesse pratique. Voilà, pratique, sagesse complètement pratique. Et on se dit, ben voilà, réapprendre à faire tout ça. Alors peut-être qu'on y arrivera. Mais je ne suis pas pessimiste, j'essaie d'être réaliste, optimiste et d'oser. Il faut savoir oser dans la vie. Parce que si on n'ose pas, rien ne se fait. Et si on n'ose pas, alors on laisse la place aux autres. Ne laissons pas la place aux autres parce que peut-être ce que fera l'autre, ce sera encore pire que nous, ce que l'on pourrait faire. Et j'avais une question, moi, parce que moi aussi j'écris beaucoup. Et ton angle de vue sur la société, sur la vie m'intrigue beaucoup. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui te pousse déjà à écrire autant de livres? Et je voulais savoir quelle est la motivation, peut-être qui se cache derrière la vision que tu peux partager dans tes différents livres. Et ensuite, c'est comment est-ce que tu verrais ce partage de messages, justement, pour cette jeunesse qui, parfois, est en manque de repères, qui a l'impression que de rêver aujourd'hui, ça ne suffit plus, qui est à la recherche d'un réalisme, comme tu as dit, mais instantané. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui te motive à écrire, et justement, comment est-ce que toi, ta vision, tu voudrais la partager à cette jeunesse pour qu'elle soit intéressée et revienne un petit peu, remettre un petit peu les pieds sur terre, si je pourrais dire. Je répondrai à ta première question. Merci en tout cas pour ta question. Je répondrai à ta première question. Un jour, un de mes profs en seconde, ça m'avait marqué ça, mes profs en seconde m'a dit, devant tout le monde, conseil de classe, troisième trimestre, m'a dit Emmanuel, tu n'as pas les capacités, hier il y avait le conseil de classe, tu n'as pas les capacités intellectuelles pour faire des études. On espère que tu as les capacités manuelles, donc on te propose d'être groom dans un hôtel. Et je me suis dit, bah, ça tombe bien, parce qu'à l'époque, papa avait son cousin qui était patron du Gré d'Albion à Cannes, l'hôtel sur la Croisette à Cannes. Et je lui dis, bah, écoutez, voilà, j'ai trouvé ma mission.
Et le soir, je me suis dit, mais non, c'est pas lui à me dicter ce que je dois faire. Et petit à petit, je me suis aperçu que on m'a jamais beaucoup écouté. Alors je me dis, je vais me mettre à écrire. Parce que si on ne l'écoute pas, on me lira peut-être. Je sais pas, on me lira peut-être. Et ta deuxième question, c'est C'est comment est-ce que tu veux transmettre ce message à la jeunesse, justement, pour qu'on puisse les connaître ta vision? en donnant des conférences, en répondant à toutes les invitations, à la fois en lisant les livres, mais surtout en vivant avec la jeunesse. Aujourd'hui, en étant enseignant, je vis avec elle, je vois ses attentes, et je me dis, à mon échelle, on tente de répondre à leurs attentes. Et merci beaucoup. Tu n'as jamais pensé d'aller sur TikTok ou sur Ah, les mais j'y suis. réseaux? Ah, mais j'y suis. oui. Et alors? J'y suis à fond. Alors? Alors, c'est pas moi qui m'occupe de ma communication. Mais il y a un contact avec eux, ils répondent, Oui. C'est Par contre, je génial. réponds. Ah Je oui, réponds. ok. C'est pas moi qui poste et tout, mais je réponds, c'est important. Génial. Oui, puis je suis très proche de mes étudiants, de mes élèves, toujours en ayant ce respect et ce respect qu'on doit avoir. Et je pense que en prenant conscience de qui elle est, en les considérant comme ils sont, les jeunes nous considèrent comme nous sommes. Et à ce moment-là, il y a une belle harmonie. La dernière question, peut-être, Oui. madame? Donc déjà, je voulais te dire que je trouve que tu es vraiment une très très belle personne. Donc ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît, mais vraiment je découvre avec joie le personnage que tu es. J'ai eu l'occasion de lire récemment ton dernier livre et j'ai hâte de lire le prochain. Et donc ma question est, toi qui avais envisagé de devenir prêtre, quelque part tu dis voilà, on se doit de rêver, de toujours rêver. Et je voulais savoir où était ce rêve maintenant et est-ce que c'est quelque chose qui peut-être un jour reviendra sur la table où tu aimerais peut-être revenir à cette ce premier désir en tout cas de devenir prêtre un jour et même si tu ne l'as pas réalisé, est-ce que ça fait encore partie de tes rêves secrets? Voilà. Merci pour cette question. Oui, en effet, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai voulu devenir prêtre. J'ai fait 4 ans de séminaire. Et puis au bout des 4 ans, on m'a dit, Emmanuel, tu n'es jamais là où il faut être et tu es toujours là où il ne faut pas être. Mais je crois qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est finalement d'être là où je dois être. Voyez, d'être là où je dois être. Mais vous allez me dire, où dois-tu être? Je ne sais pas. Mais le jour où on est heureux, dans le sens où on a une belle harmonie entre ce que l'on fait et ce qui l'on est, alors peut-être là, on est à notre place. Le reste, la vie nous racontera. Merci. Merci à vous en tout cas, et merci beaucoup. Alors Emmanuel est là pour les dédicaces, il y a un cocktail, donc n'hésitez pas à continuer, prolonger les échanges avec Emmanuel. Te rappelles-tu que tu es un être relationnel, que tu es un être temporel, que l'éphémère est futile alors que la stabilité est essentielle? Te rappelles-tu que tu es fait pour aimer de manière vraie et authentique, que bien te nourrir est important, que le sommeil est réparateur, que le sport est fondamental pour ton équilibre de vie? Te rappelles-tu que la curiosité est la porte d'entrée dans le monde, que la culture est la nourriture de ton âme et de ton esprit, que la lecture et l'écriture sont des fenêtres ouvertes sur le monde? Te rappelles-tu que tu as des valeurs, des convictions? Te rappelles-tu que tu vis dans le réel et non le virtuel, que tu restes maître des nouvelles technologies, que la volonté est le moteur de l'action? Te rappelles-tu que le courage permet de se dépasser, que tu es un être doué de raison et de réflexion, qu'il est important de discerner avant d'agir? Te rappelles-tu que la prudence est un outil du discernement, que le silence est la plus belle parole, qu'écouter n'est pas entendre,
que regarder n'est pas voir, que la patience est la clé de l'apprentissage? Te rappelles-tu que l'acceptation de nos propres faiblesses fait avancer, que l'humilité fait grandir, que la confiance en soi est le fondement du dépassement de soi? Te rappelles-tu que l'autorité n'est pas le pouvoir, que tu es fait pour la liberté, que tu es responsable du monde, qu'il faut savoir rêver de manière réaliste? Te rappelles-tu la différence entre un exemple et un modèle? Qu'être visionnaire du monde fait prendre de bonnes décisions. Te rappelles-tu que la vie est un continuel engagement avec toi-même? Et enfin, te rappelles-tu que la vie est avant tout un rendez-vous permanent avec toi-même?